Enrico Macias, né le 11 décembre 1938 à Constantine, en Algérie, est l'un des chanteurs, compositeurs et acteurs français les plus célèbres. Il est connu pour sa voix soul et ses chansons profondément influencées par la musique judéo-arabe et andalouse. Sa vie fut un long cheminement. Des jours difficiles en Algérie française à la gloire internationale. Cependant, derrière ces succès éclatants se cachaient de profondes tristesses, de rudes épreuves et des secrets cachés qu'il a portés avec lui toute sa vie. Pour mieux comprendre la personnalité et la carrière d'Enrico Macias, nous explorerons chaque aspect de sa vie. Sa plus grande tristesse, les hauts et les bas de sa carrière, une fin tragique, l'amour et le mariage, les secrets cachés, les accomplissements qu'il a toujours visés, le regard de sa famille sur ses chagrins et la fin tragique de sa vie. Voici l'histoire détaillée d'Enrico Macias, écrite en mettant l'accent sur chaque chapitre, offrant un aperçu d'un homme qui a vécu une vie pleine d'émotions et de sens. La plus grande tristesse de la vie d'Enrico Macias fut probablement la perte de son Algérie natale et le bouleversement de sa vie pendant la guerre d'indépendance algérienne de 1961. Né dans une famille juive séfarade de Constantine, Gaston Grenacia, son vrai nom, grandit dans un environnement métissé de culture française, arabe et juive, où le malouf, un genre de musique classique andalouse, faisait partie intégrante de la vie. Son père, Sylvain Grenacia, était violoniste dans l'orchestre de Cheikh Raymond Leiris, qui deviendra plus tard son beau-père. Cependant, la guerre d'indépendance algérienne, 1954 à 1962, perturba la paix de sa famille. L'assassinat de Cheikh Raymond Leiris en juin 1961 par le Front de Libération Nationale, FLN, laissa une profonde blessure au cœur de Gaston. Cheikh Raymond était non seulement un enseignant et un beau-père, mais aussi un symbole de l'harmonie entre les communautés juives, musulmanes et chrétiennes de Constantine. Cette perte fut non seulement une douleur personnelle, mais marqua aussi la fin d'une période de paix dans sa vie. Peu après, le 29 juillet 1961, Gaston, son épouse Suzy Leiris et leur famille furent contraints de quitter l'Algérie pour la France, où ils devinrent des pieds noirs, des Européens nés en Algérie et expulsés pendant la guerre. Sur le bateau Ville d'Alger, qui l'emmenait loin de sa patrie, Gaston composa « Adieu mon pays », une chanson douloureuse sur une perte irréparable. Le fait de ne jamais avoir été autorisé à retourner en Algérie fut une douleur qui le traversera toute sa vie. Chaque fois qu'il évoquait sa patrie, il exprimait une profonde nostalgie, comme si une partie de son cœur était restée à Constantine. Cette tristesse ne résidait pas seulement dans la perte de son lieu de naissance, mais aussi dans le sentiment d'avoir été dépouillé de son identité, car il avait dû reconstruire sa vie dans un pays étranger, où il avait dû faire face à la discrimination et aux difficultés de l'immigration. Les souvenirs d'Algérie, de ses matchs avec son père et Cheikh Raymond, des rues familières de Constantine, le Han, même lorsqu'il devint une star internationale. La plus grande tristesse d'Enrico Macias fut l'exil permanent, une blessure jamais complètement cicatrisée qu'il portait en lui dans chaque note et chaque mot. La carrière d'Enrico Macias est celle d'un homme qui a surmonté les épreuves pour devenir l'un des artistes français les plus célèbres. Mais ce parcours n'a pas été sans épreuves et moments douloureux. Arrivé en France en 1961, Gaston Grenacia a débuté sa carrière musicale dans des conditions difficiles. Il a d'abord cumulé des petits boulots et s'est produit dans des cafés et des clubs parisiens, où il a tenté de traduire en français les mélodies de Malouf apprises de Cheikh Raymond. Ses premières tentatives ont cependant échoué, le public français étant peu familier avec ce style musical judéo-arabe. Tout a basculé en 1962, lorsqu'il a rencontré Raymond Bernard de Patay et enregistré « Adieu mon pays ». La chanson, écrite sur un bateau quittant l'Algérie, a fait sensation à la télévision française, transformant Enrico Macias, dont il avait accidentellement adopté le nom d'artiste suite à une faute de frappe de la secrétaire de sa maison de disques, en une star du jour au lendemain. En 1963,
il entame sa première tournée avec Paola et Billy Bridge, et sa fille, Josiah, naît la même année. En 1964, il ouvre les Compagnons de la chanson à l'Olympia de Paris, une étape importante de sa carrière, puis entame une tournée couronnée de succès au Moyen-Orient, notamment en Israël, en Grèce et en Turquie, où il jouit toujours d'un large public. Des chansons comme Enfant de tout pays, Paris, Tu m'as pris dans tes bras et Mélissa font de lui une célébrité mondiale, avec plus de 50 millions de disques vendus dans le monde. Il se produit dans des salles prestigieuses comme le Carnegie Hall de New York en 1968 et le stade Dynamo de Moscou devant 120 000 spectateurs en 1966. Son succès est également salué par des récompenses telles que le prix Vincent Scotto en 1965, un disque d'or pour Mélissa en 1976, le titre de chanteur de la paix décerné par le secrétaire général des Nations Unies, Kurt Waldheim, en 1980, ainsi que le titre d'ambassadeur itinérant pour la paix et la protection de l'enfance, décerné par Kofi Annan en 1997. Cependant, sa carrière ne sera pas exempte de revers et de difficultés. L'interdiction de retour en Algérie constitue un coup dur, notamment lorsqu'il tente de donner des concerts dans son pays d'origine en 2000 et 2007, mais ces deux concerts sont annulés en raison de la forte opposition d'organisations et de personnalités algériennes, dont le premier, ministre Abdelaziz Belkadem, en raison de ses opinions pro-israéliennes. Ces critiques le blessent profondément, se sentant rejeté par le pays qu'il aime. De plus, la mort de son manager et ami proche, Jacques Demarny, qui avait composé une centaine de chansons pour lui, fut une perte immense. Durant ses premières années en France, il fut également victime de discrimination en tant que pied noir, et la transition du oud à la guitare pour s'adapter au public occidental fut difficile. Il lui arrivait de pleurer des nuits en studio d'enregistrement, cherchant à concilier la préservation de son héritage musical algérien et la création de chansons accessibles au public français. Ses efforts pour apprendre à chanter dans des langues comme l'espagnol, l'italien, l'arabe, l'hébreu et le yiddish témoignaient de sa persévérance, mais étaient aussi épuisants physiquement et mentalement. Les larmes d'Enrico ne provenaient pas seulement de ses échecs, mais aussi de la gratitude qu'il ressentait en voyant des publics du monde entier chanter ses chansons, confirmant que ses souffrances n'avaient pas été vaines. La mort de Suzy Leiris, son épouse bien-aimée, le 23 décembre 2008, a marqué une fin tragique pour Enrico Macias. Fille de Cheikh Raymond Leiris, Suzy était sa compagne et l'a accompagnée dans ses années les plus difficiles, de leur départ d'Algérie à son ascension vers la célébrité internationale. Suzy souffrait depuis longtemps d'une maladie cardiaque, ayant subi 4 opérations à cœur ouvert, et sa santé fragile était une préoccupation constante pour Enrico. Son album Suzy, sorti en 1993, était dédié à son amour et à sa résilience. À la mort de Suzy, Enrico a sombré dans un profond chagrin, comme s'il avait perdu la moitié de son âme. Elle était non seulement son épouse, mais aussi l'inspiration de nombreuses chansons, comme Les filles de mon pays et Tu es le soleil de ma vie. Enrico a confié un jour que les années qui ont suivi la mort de Suzy ont été les plus difficiles de sa vie, car il a dû faire face au vide du foyer qu'ils avaient construit ensemble. Il célébra des funérailles solennelles pour Suzy au cimetière de Pantin à Paris, mais il se retira ensuite largement des événements publics pendant longtemps. Cette tristesse ne représentait pas seulement la perte d'un partenaire de vie, mais aussi un rappel des épreuves qu'ils avaient surmontées ensemble depuis leur exil en France jusqu'aux années de lutte pour reconstruire leur vie. Enrico a dit un jour qu'à chaque fois qu'il chantait « Adieu mon pays », il pensait non seulement à l'Algérie, mais aussi à Suzy, qui avait partagé avec lui la douleur de l'exil. Cette triste fin laissa une cicatrice dans son cœur, mais le motiva également à continuer de composer et de se produire sur scène, afin de préserver la mémoire de Suzy et de la patrie qu'ils avaient perdue ensemble. L'histoire d'amour et de mariage d'Enrico Macias
est à la fois belle et triste, largement centrée sur sa relation avec sa défunte épouse, Suzy Leiris. Enrico et Suzy se sont mariés avant de quitter l'Algérie en 1961, et leur relation a débuté dans le contexte tumultueux de la guerre d'indépendance. Suzy, la fille de Cheikh Raymond Leiris, était non seulement sa compagne, mais aussi celle qui a permis à Enrico de découvrir l'héritage musical malouf dans lequel il avait grandi. Leur amour fut une source de force pour tous deux, alors qu'ils peinaient à prendre un nouveau départ en France, confrontés à la discrimination et aux difficultés de la vie d'immigré. Enrico a un jour décrit Suzy comme le soleil de sa vie, apportant la lumière dans les jours les plus sombres. Cependant, leur mariage n'a pas toujours été facile. La santé fragile de Suzy, atteinte d'une malformation cardiaque congénitale, était une préoccupation majeure pour Enrico. Elle a dû subir plusieurs opérations cardiaques, et à chaque fois, Enrico vivait dans la peur de perdre sa femme bien-aimée. Il y avait des moments où il se sentait impuissant, où il ne pouvait rien faire pour apaiser la douleur de Suzy. Sa plus grande tristesse dans le mariage était probablement la culpabilité de ne pas pouvoir passer plus de temps avec elle en raison de son emploi du temps chargé. Enrico a un jour confié que de longues tournées l'éloignaient de Suzy, et qu'à son retour, il la trouvait souvent faible, mais elle souriait toujours pour l'encourager à continuer. La mort de Suzy en 2008 fut le choc le plus profond, laissant un vide incommensurable dans le cœur d'Enrico. Après sa mort, il ne se remaria pas et déclara un jour que Suzy était le seul amour de sa vie. Malgré ses deux enfants, Josiah et Jean-Claude, pour le réconforter, Enrico se sentit encore seul les années suivantes. Sa tristesse amoureuse et conjugale ne résidait pas dans l'absence d'amour, mais dans la douleur de voir l'être aimé souffrir de la maladie et mourir, lui laissant des souvenirs magnifiques mais déchirants. Le secret qu'Enrico Macias a si longtemps gardé secret n'est pas les scandales sensationnels, mais les luttes et les blessures intérieures qu'il a préféré garder secrètes pour préserver son image publique forte. L'un de ses plus grands secrets était l'intensité de la douleur qu'il a endurée après avoir quitté l'Algérie et perdu Suzy. Malgré son sourire permanent et sa voix pleine d'énergie, Enrico a connu de graves périodes de dépression, notamment après la mort de son beau-père en 1961 et de sa femme en 2008. Il parlait rarement des moments où il pleurait seul dans sa chambre, pensant à sa patrie et aux êtres chers qu'il avait perdus. Un autre secret était sa lutte contre le rejet de l'Algérie, un pays qu'il aimait profondément. Bien qu'il ait écrit le livre « Mon Algérie » en 2001 pour exprimer son amour pour sa patrie, il a gardé secrète la douleur d'être rejeté par les institutions algériennes à chaque fois qu'il tentait d'y retourner. Il a un jour admis que certaines nuits, il se demandait s'il avait eu tort de soutenir Israël, une opinion qui lui avait valu d'être banni d'Algérie. Enrico a également caché les difficultés financières qu'il a rencontrées dans les années 2000, notamment après qu'il a emprunté 35 millions d'euros à Landsbanki Luxembourg avec Suzy en 2007, en utilisant leur villa de Saint-Tropez comme garantie. Lorsque la banque a fait faillite pendant les réalisations d'Enrico Macias, vont au-delà de sa simple célébrité et s'inscrivent dans des objectifs plus profonds liés à la préservation du patrimoine musical algérien et à la diffusion du message de paix. L'une de ses plus grandes réussites est d'avoir fait connaître la musique judéo-arabe au monde entier. Avec plus de 400 chansons enregistrées dans des langues telles que le français, l'arabe, l'espagnol, l'italien, l'hébreu et le yiddish, Enrico n'a cessé d'apprendre pour étendre son influence. Son album « Voyage d'une mélodie », sorti en 2006, est composé de chansons en français, espagnol, berbère, arabe, hébreu et yiddish, témoigne de cet effort. Il a également été fier d'être reconnu comme chanteur de la paix en 1980 et a été ambassadeur itinérant pour la paix et la protection de l'enfance en 1997, distinction qui témoigne de son engagement à utiliser la musique comme un pont entre les cultures. Autre réussite, sa carrière s'est étendue sur plus de 6 décennies,
avec des concerts dans des salles prestigieuses comme le Carnegie Hall, l'Olympia de Paris et des dizaines de villes à travers le monde. Il a aidé de nombreux jeunes artistes, comme les Gypsy Kings, à se produire à l'Olympia en 1979, et son fils, Jean-Claude Grenassia, est devenu un producteur de musique renommé, perpétuant l'héritage de son père. Par ailleurs, Enrico a toujours travaillé dur pour subvenir aux besoins de sa famille, en particulier de ses deux enfants, Josiah et Jean-Claude, leur assurant une vie stable. Cependant, son plus grand accomplissement a été sa capacité à inspirer le public, en le aidant à trouver l'espoir à travers des chansons comme Enfant de tout pays et Le mendiant de l'amour. Chacune de ces chansons était un rappel de l'unité et de l'amour, et il s'efforçait toujours de faire de chaque concert une expérience mémorable. Ses réalisations l'ont obligé à sacrifier son temps, sa santé et parfois son bonheur personnel. Mais il n'a jamais regretté ce choix. La famille d'Enrico Macias, en particulier sa fille Josiah et son fils Jean-Claude, comprend la tristesse qu'il a ressentie. Josiah a un jour confié que son père était un homme aimant, mais qu'il portait aussi en lui une douleur éternelle pour l'Algérie. Elle se souvient de l'avoir vu assis, tranquillement, avec sa guitare, jouant des mélodies de Malouf et évoquant ses jours à Constantine, comme s'il tentait de se raccrocher à un morceau perdu de sa patrie. Jean-Claude, qui a travaillé avec son père comme producteur de musique, dit avoir toujours admiré la résilience de son père, mais aussi reconnu les moments où il s'est tu, surtout après la mort de sa mère, Suzy. Les deux enfants admettent que la plus grande tristesse d'Enrico a été l'exil et la perte de Suzy, qui ont façonné sa façon de vivre et de composer. Ils racontent qu'il y a eu des moments où Enrico a essayé de cacher sa douleur pour ne pas inquiéter la famille, mais qu'ils ont quand même remarqué ses pleurs en privé, surtout lorsqu'il parlait de l'Algérie ou de Suzy. La famille est également fière de la façon dont il a fait de cette tristesse le moteur de sa musique. Des chansons comme « Adieu mon pays » étant devenues un symbole de la douleur de millions de pieds noirs. Josiah et Jean-Claude voient les chagrins d'Enrico non seulement comme des défis personnels, mais aussi comme une partie d'une histoire plus vaste où il a transformé la souffrance en art et inspiré le monde. Ils le décrivent comme un père qui n'a jamais abandonné, trouvant toujours le moyen d'apporter de la lumière à sa famille et à son public, même lorsque son cœur était brisé. La triste fin de la vie d'Enrico Macias, bien qu'il soit toujours en vie en 2025 à l'âge de 86 ans, peut être comprise en réfléchissant à ce qu'il a laissé derrière lui et à ce qu'il n'a toujours pas pu accomplir. L'un de ses plus grands chagrins est la prise de conscience qu'il pourrait ne jamais revenir en Algérie, la patrie qu'il aimait tant. Des tentatives infructueuses de se produire en Algérie en 2000 et 2007, conjuguées à la forte opposition des institutions algériennes, lui ont laissé un sentiment de rejet par la terre qu'il avait nourrie. Cette tristesse s'est aggravée lorsqu'il a pensé à Suzy et à son beau-père, cher Raymond, qui était attaché au souvenir de Constantine. Un autre aspect de cette triste fin était la solitude qu'il a connue dans sa vieillesse. Bien qu'entouré de l'amour de ses enfants et de l'admiration de son public, Enrico n'a pu éviter les moments de vide à son retour dans la maison parisienne qui avait été la sienne et celle de Suzy. Sa santé s'est également fragilisée, notamment après une fracture du fémur en 2020 et une infection à la Covid-19 la même année, qui lui ont fait prendre conscience de la finitude du temps. Son plus grand chagrin a peut-être été le sentiment que, malgré le bonheur qu'il apportait à des millions de personnes, il ne pouvait changer le passé ni combler le vide qui l'entourait. Pourtant, Enrico a continué à chanter, comme un moyen de surmonter sa tristesse et de laisser un héritage aux générations futures. Cette fin n'est pas une fin, mais un cheminement continu où il apprend à vivre avec la douleur et à la transformer en quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau.